Bonsoir madame, monsieur bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous économique hebdomadaire Graines de l'écho. Vous êtes bien sur Sud FM, Sen Radio. Considéré comme une alternative plus efficace aux systèmes judiciaires nationaux, l'arbitrage est une procédure juridictionnelle privée destinée à trancher des litiges entre parties. Lorsque ces litiges mettent en face un État et un investisseur, on parle alors d'un arbitrage d'investissement. Le thème était à l'ordre du jour la semaine dernière, à l'occasion d'un séminaire de formation des membres du collectif des journalistes économiques du Sénégal, le COJES, portant sur les modes alternatifs de règlement des conflits. Graines de l'écho s'est intéressé à la problématique de l'arbitrage, dont la place en droit de l'investissement est plus ou moins contestée. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir M. Mafal Fall. M. Mafal Fall est juriste de formation, magistrat hors hiérarchie. Il a fait un passage dans les juridictions avant d'intégrer le ministère des Finances à l'Agence judiciaire de l'État, avant de retourner au ministère de la Justice comme secrétaire exécutif de la Commission nationale OHADA. Il occupe actuellement le poste de conseiller juridique du Premier ministre. Il est inscrit sur la liste des arbitres de la Cour commune de justice et il se définit comme juriste financier. Bonsoir Monsieur Fall et bienvenue dans Graines de l'écho. Bonsoir Monsieur Malik Ndao. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Sud FM, particulièrement de l'émission Graines de l'écho. Très bien. Merci encore Monsieur Fall d'avoir accepté notre invitation. Première question, pourquoi a-t-on jugé nécessaire de mettre en place l'arbitrage en droit de l'investissement ? Merci beaucoup, M. Ndao. Il faut partir d'abord de ce qu'on appelle les modes de règlement des différends. Nous avons connu ce qu'on appelle le mode de règlement contentieux, c'est le mode classique, constitué essentiellement des juridictions nationales qui sont appelées à trancher les différends entre les individus. Mais avec la pratique, surtout avec le développement donc des investissements à travers le monde, il est apparu nécessaire de pallier à ce mode de règlement classique contentieux pour migrer vers ce qu'on appelle aujourd'hui les modes alternatifs de règlement des différends, au nombre desquels nous avons l'arbitrage. Alors, pour l'arbitrage, il y en a deux essentiellement. Il y a l'arbitrage commercial et l'arbitrage d'investissement. C'est ça. Alors, l'arbitrage commercial, comme son nom l'indique, oppose généralement deux commerçants. Commerçant défini comme étant une personne physique ou morale qui s'adonne à des actes de commerce habituellement. Alors ici, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle l'arbitrage d'investissement. L'arbitrage d'investissement est conçu pour mettre en confort les investisseurs. Parce que l'investisseur qui quitte son pays d'origine pour venir dans un pays hôte a besoin de sécurité juridique et de sécurité judiciaire. Parce que c'est quelqu'un qui injecte un capital, qui injecte des plus-values à l'économie du pays hôte et il a besoin d'être mis en confort sur éventuellement un contentieux qui serait appelé à naître. C'est ça. Alors, de ce point de vue, on a mis un mécanisme d'arbitrage d'investissement pour mettre en confort, comme je l'ai dit, l'investisseur, mais aussi, il y a un équilibre à trouver pour aussi rassurer les États hôtes et ainsi un équilibre, la balance de la justice est ainsi trouvée. Merci beaucoup. C'est ça. En matière d'arbitrage entre les investisseurs et l'État, une des institutions les plus importantes est le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, le CIRDI. Or, cette institution étant sous l'égide de la Banque mondiale, n'y a-t-il pas des risques de collusion ? Je ne le pense pas. Pour qui connaît la Banque mondiale, c'est que la Banque mondiale, à la limite, est une coopérative constituée de 185 États dans le monde, où chaque pays est représenté, participe aux instances
donc de la Banque mondiale. Et parmi les institutions de la Banque mondiale, nous avons ce qu'on appelle le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investisseurs, le CIRDI en abrégé. C'est ça. Et il y a un mécanisme d'adhésion et tout, donc tous les États sont au même pied d'égalité, théoriquement. Théoriquement, oui. Vous avez bien dit, bien fait de préciser théoriquement, mais dans la pratique, il y a quand même quelques circonspections, non? N'est-ce pas? Oui, mais en fait, ça, c'est le monde qui est ainsi fait, parce que dans toutes les institutions, dans toutes les organisations, il y a des pays qui, de par leur taille, de par leur poids économique et de par leur poids politique, constituent un peu l'élite, quoi. Donc, ils sont influents sur la marche de l'institution. Mais il ne faut pas le voir sous l'angle de domination et sous l'angle de risque de collusion. Parce qu'en réalité, le CIRDI est complètement détaché de la Banque mondiale au plan fonctionnel. Mais encore plus, l'arbitrage. L'arbitrage est complètement détaché un peu du système de la Banque mondiale. Cependant, l'essentiel du contentieux de l'arbitrage des investissements, je parle sous votre contrôle, dans l'espace OHADA, est administré par le CIRDI. Et la plupart des codes d'investissement des pays membres de l'espace OHADA prévoient le recours au CIRDI dès lors que l'investisseur est étranger. N'est-ce pas nous qui donnons là le bâton avec lequel nous nous faisons battre? On peut le voir ainsi, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Il faut dire que le CIRDI, c'est depuis 1965-66. L'OHADA, c'est depuis, disons, 98. Mais le traité, c'est en 93. Mais les actes uniformes ont commencé à germer et le mécanisme de OHADA a commencé à prendre forme, disons, vers les années 98, début 2000. Donc là, vous voyez déjà le gap. Le CIRDI qui est là, qui a fait plus de 60 ans d'existence, et l'OHADA qui est peut-être à 25 ans, 30 ans d'existence. Maintenant, oui, c'est vrai. Surtout à l'heure de surtout à l'heure de la mise en place de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, et puis de l'agenda 2063 de l'Union africaine, quoi. L'OHADA a l'opportunité de devenir, par son centre CCJA, la Cour commune de justice et d'arbitrage, le référentiel africain de l'arbitrage. Oui, c'est le vœu de tous les États membres de l'OHADA, c'est le vœu de tous les arbitragistes qui sont dans l'espace OHADA. Et nous sommes dans cette dynamique de vulgarisation, de promotion du système d'arbitrage OHADA. Mais il appartient aux institutions de l'OHADA de rendre la mariée plus belle et de rendre attractif le système d'arbitrage OHADA au grand bonheur donc, des États membres de l'OHADA, mais aussi au grand bonheur de l'Afrique. Je comprends, excusez-moi d'insister, mais dans ce cas, quand, par exemple, l'essentiel du contentieux de l'arbitrage des investissements dans l'espace OHADA est administré par le CIRDI, il y a quelque part une rupture à faire, non? Pour arriver à ce que vous disiez tantôt. Oui, mais en fait, je pense à vous comprendre. Mais il faut préciser, le CIRDI n'administre pas l'arbitrage OHADA. Ah bon? C'est deux centres totalement différents. Totalement différents. Mais maintenant, il y a une coexistence maintenant de deux centres qui sont, en fait, il y en a plus, mais nous avons, pour ce qui nous concerne, nous avons un centre d'arbitrage au niveau de l'OHADA, totalement différent du centre d'arbitrage donc du CIRDI. Ils n'ont aucun lien fonctionnel, ils n'ont aucun lien de coopération et autres. Maintenant, libre aux parties à un arbitrage de choisir. Évidemment, il faudrait que le pays soit en même temps membre de la Convention de la OHADA et aussi de la Convention CIRDI. Auquel cas, libre aux parties de choisir le centre d'arbitrage entre la CCJA et le CIRDI. Toutefois, beaucoup estiment que l'arbitrage d'investissement est une justice d'exception au profit des multinationales. Est-ce que vous comprenez cela? Non. Si on prend l'exemple du Sénégal, nous avons
eu des cas au niveau de Sirdi. Oui. Et si ma mémoire est bonne, on a plus gagné de procédures. Oui, on a plus gagné de procédures d'arbitrage qu'on en a perdu. Mais malheureusement, on ne commente jamais les trains qui arrivent à l'heure. Okay. On peut gagner 10 affaires et en perdre une. C'est l'affaire qui est perdue qui fera l'objet de commentaires et de passion. Oui, ça c'est bon à savoir parce qu'on se souvient de l'affaire Kumba Resources où le Sénégal avait perdu, je crois. On se souvient également de... là, j'ai pas d'autres exemples, mais tous les exemples, comme vous disiez, pour appuyer ce que vous disiez, quoi, tous les exemples que nous connaissons font que, en fait, renvoient une défaite de l'État sénégalais. Oui, donc comme je l'ai dit, en fait, les affaires gagnées par l'État du Sénégal, il n'y a pas une grande publicité malheureusement autour de... Et pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Ben écoute, ça peut-être, je ne suis pas habilité à donner la réponse, mais je sais que depuis mon passage au ministère des Finances, on a eu à gagner des dossiers, mais comme nous étions de bons fonctionnaires, on n'était pas trop enclin dans la communication. Or, si on perd l'autre partie, l'autre partie n'est pas astreinte à des réserves, à des devoirs, à des obligations de réserve et autres. L'autre partie se complaint à faire une communication sur une procédure gagnée. Très bien. Est-ce que M. Fall, le CIRDI, peut traiter les différends entre les investisseurs et l'État lorsque seul l'État hôte est parti à la convention du CIRDI, ou dans des cas où l'État hôte et l'État d'origine ne sont pas partis à la Convention? Alors, il faut lire la Convention, l'article 25, qui fixe la compétence du CIRDI. Alors, l'article 25 dispose clairement que la compétence du centre s'étend aux différents ordres juridiques entre un État contractant ou une collectivité publique et le ressortissant de notre État contractant et qui sont en relation directe avec un investissement. Même s'ils ne sont pas partis à la Convention. Mais justement, c'est-à-dire la règle voudrait que le pays hôte et l'investisseur du pays d'origine soient tous signataires de la Convention. Mais ça, c'est le principe. Mais il peut arriver, mais c'est assez rare quand même. Il faut dire, sur les 189 pays de la Banque mondiale, si ma mémoire est bonne, 165 ont ratifié donc, la Convention. Donc, pour dire que c'est largement, c'est plus de 90% des pays du monde qui ont ratifié la Convention. Alors, théoriquement, il peut arriver qu'un investisseur d'un État d'origine ne soit pas signataire de la Convention CIRDI et qu'il ait un potentiel avec un État qui a, lui, fait la procédure de ratification. Alors, cet arbitrage est aussi admis au niveau donc, du CIRDI. L'essentiel, c'est que les deux parties notifient au secrétariat du CIRDI ce qu'on appelle un consentement à l'arbitrage. Et dans quel cas un État peut-il refuser d'exécuter une sentence arbitrale, M. Fall? Alors ça, non seulement les textes ne le prévoient pas, mais je ne le recommande pas. Mais ça alors, arrive. Je prends... non. Pour le Sénégal, non. Pour le Sénégal, non, parce que nous sommes à jour de nos obligations d'exécution des sentences arbitrales avec donc le CIRDI. Alors, si ça devait arriver, peut-être que moi, je conseillerais à ces pays-là de juger des voies de recours qui sont offertes par la Convention de CIRDI. Si on n'est pas content par une sentence, on a des voies de recours extraordinaires qui s'offrent donc à la partie qui a succombé. Et je pense que c'est la meilleure attitude face à la Convention CIRDI. Et pourtant, les sentences résultant de l'arbitrage des investissements entre les différents pays membres, par exemple du traité OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit africain, peuvent être diverses, contradictoires, instables et même imprévisibles. Or, l'objectif de stabilité et de prévisibilité est bien l'un des piliers de l'arbitrage des investissements.
Alors ça, c'est un combat à mener au niveau du centre d'arbitrage de l'OHADA. De l'OHADA. Vous l'avez bien dit, surtout le principe même, j'allais dire, de prévisibilité. Prévisibilité, oui. Oui, il ne faudrait pas qu'on ait des sentences, disons, qui vont dans tous les sens. Dans tous les sens, oui. Il faudrait que les sentences, si on les met en analyse, que tous les arbitragistes ou bien que tous les juristes s'accordent à dire que on a un centre d'arbitrage prévisible qui rend des sentences acceptables et qui rend aussi des sentences qui sont aussi exécutées par les États. Ça, c'est un combat à mener. Et puis, c'est même ça qui ferait du centre d'arbitrage de CCJA un centre crédible, mais surtout attractif. Alors, par ailleurs, certains gouvernements ont pris des mesures visant à limiter leur exposition aux arbitrages entre les investisseurs et l'État. Est-ce que c'est le cas pour le Sénégal et quels sont les domaines susceptibles d'exclusion? Alors, à ma connaissance, on appelle ça les réserves. C'est prévu par la Convention. Les réserves. Oui, on appelle ça les réserves. Okay. C'est au moment de la ratification que l'État qui ratifie la Convention notifie au secrétariat leur disant que dans tel ou tel domaine, mon pays ne se soumet pas à l'arbitrage. Alors, à ma connaissance, c'est même vérifiable au niveau du site internet de CIRDI. Je n'ai pas vu au moment de la ratification du Sénégal, je pense que c'est en 1967 ou 1966, je n'ai pas vu une réserve formulée par l'État du Sénégal. Mais il faut préciser à ce propos que cela aussi n'est pas recommandé. Ah bon? N'est pas recommandé parce que, voilà un État qui soustrait à l'arbitrage des pans entiers de l'économie et cela pourrait ne pas favoriser l'investissement dans son pays. Mais est-ce qu'on pourrait, on ne pourrait pas comprendre quand même un peu, par exemple, des domaines publics comme la santé, l'éducation, pour ne donner que ces exemples-là, cela peut se comprendre, hein, non? Non, moi je le vois sous l'angle, disons, d'attractivité des investisseurs. Pour la santé, si vous soustrayez la santé du périmètre de l'arbitrabilité, donc au niveau de la Convention, demain, un investisseur qui voulait peut-être ouvrir ici des hôpitaux ou bien des infrastructures, en tout cas sanitaires, va hésiter, disant que voilà, moi si demain j'ai un contentieux avec le Sénégal, je ne pourrais pas élever le contentieux au niveau de l'arbitrage. Et la pratique a montré que rares sont les États qui ont eu à faire des réserves, parce que ça limite l'investissement. Ça, c'est une lecture. Et pourtant, de plus en plus d'États refusent que leurs droits soient remis en cause par des juges privés. La problématique qui est liée à la souveraineté de l'État se pose ainsi avec acuité. C'est une question de souveraineté, non? Il faut peut-être voir cette question de souveraineté plutôt que de voir la question de l'attractivité, tout simplement. Vous savez, nous sommes dans un monde où moi, je suis partisan de l'ouverture de l'ouverture de l'économie et à d'autres compétences, à d'autres profils et autres. Maintenant, la souveraineté, oui, moi je veux bien, mais enseignant la convention de CIRDI, enseignant le traité de l'OHADA, les États signataires ont abandonné une partie de leur souveraineté. Il faut aussi voir cela. La signature, la ratification d'une convention s'assimile à un abandon partiel de la souveraineté dans un secteur. Aujourd'hui, c'est le secteur de la justice. Moi, État du Sénégal, je ratifie, je signe le traité de l'OHADA, je signe la convention de CIRDI, je m'engage à domestiquer le contentieux de l'arbitrage dans ces institutions. Ça, c'est un abandon de souveraineté qui pourrait demain attirer les investisseurs. Un abandon partiel est quand même plus supportable qu'un abandon total, n'est-ce pas? Oui, c'est un point de vue défendable, mais moi, je suis d'avis que nous sommes dans un monde où maintenant c'est devenu une planète. Personne ne peut
se réfugier derrière une souveraineté et ne pas s'ouvrir aux autres. Très, très bien. Madame, Messieurs, je vous rappelle que vous suivez Graines de l'écho. Nous recevons ce soir Monsieur Mafalfal, juriste de formation, arbitre à la Cour commune de justice de l'OHADA et juriste financier. Alors, Monsieur Fall, il semble qu'il y a eu une révolution au niveau de l'acte uniforme, mais cette révolution a été jugée comme un flop, passez-moi le terme, au plan conceptuel, de par l'absence de réglementation conceptuelle du droit des investissements au OHADA. Et aussi au plan processuel, de par l'absence des mesures de publicité dans les procédures d'arbitrage. Est-ce que vous le confirmez? Flop, non, je ne le pense pas. Et puis, il faut encore faire l'histoire de l'arbitrage d'investissement au niveau de l'OHADA. L'investissement est intervenu un peu avec l'acte uniforme sur l'arbitrage adopté en 2017. Okay. Alors, 2017 pour une organisation de cette taille où il y a l'OHADA regroupe 17 États membres. Oui. Alors, 2024, pour moi, il est un peu trop tôt de faire le bilan de l'arbitrage d'investissement au niveau de l'OHADA. Parce que l'OHADA s'occupait essentiellement de l'arbitrage commercial entre deux commerçants. Ce n'est qu'en 2017 où il y a eu cette ouverture sur l'arbitrage d'investissement. Maintenant, je l'avais dit, maintenant, il appartient aux États membres de faire la promotion de l'arbitrage d'investissement. Il appartient au secteur privé de mettre en œuvre l'acte uniforme sur l'arbitrage. Il appartient à tous les acteurs, à tous les arbitragistes de faire la promotion de l'arbitrage d'investissement au sein de l'OHADA. Mais ce n'est pas un flop, c'est un début. Okay. Il nous faut un peu de temps pour marquer notre empreinte dans ce domaine. Néanmoins, l'évolution intervenue dans l'acte uniforme sur l'arbitrage, notamment sa révision, comme vous le rappeliez tout à l'heure, le 23 novembre 2017, intégrant l'arbitrage des investissements, on ne note pas l'adhésion des investisseurs à y recourir dans les contrats d'investissement, dans les pays membres de l'OHADA. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en nos juridictions? Alors, il faut aussi se placer du côté de l'investisseur. L'investisseur, quand il contourne les juridictions nationales, ce n'est pas un problème de confiance, mais c'est un problème de sécurité. Parce que moi, investisseur, je viens dans un pays hôte. Le pays hôte a ses juridictions, a sa loi, a son arsenal judiciaire. Moi, je me sentirais un peu noyé dans cet environnement. Il est tout à fait acceptable qu'on soit sur le même pied d'égalité quand on a un contentieux. Je pense que cela se comprend aisément. Ouais. Il faudrait que l'investisseur puisse trouver un système, un mécanisme de règlement de son différend où les deux parties sont sur le même pied d'égalité. Ouais. Où la loi qui est applicable n'est pas la loi du pays hôte, où l'arbitre ou le juge qui est appelé à trancher notre différend ne soit pas aussi, en fait, n'est pas un lien direct avec le pays hôte. Cela aussi se comprend. Maintenant, pour moi, la bataille se trouve au niveau de ce qu'on appelle, j'allais dire, il appartient à ces pays-là, à nos pays, de se battre et d'imposer, entre guillemets, l'arbitrage OHADA ou l'arbitrage national. Oui. Et c'est tout à fait possible. Il suffit que les investisseurs voient que l'arbitrage OHADA est crédible et prévisible, mais surtout est intègre. Les investisseurs ne vont pas hésiter à accepter de domestiquer donc, le contentieux au niveau de l'OHADA ou bien au niveau des pays membres. Donc, si je vous comprends bien, quels sont les 3 ou 4 éléments qui renseignent sur la crédibilité d'une structure d'arbitrage? Alors, il y a déjà le droit de fond. Il y a ce qu'on appelle aussi le droit de procédure. Il y a l'arbitre en soi. Et il y a aussi le centre, l'institution d'arbitrage. C'est un ensemble de données pour lesquelles
l'investisseur, s'il voit que il est à l'aise dans cet environnement, l'investisseur ne va pas hésiter à s'accorder avec l'État pour ce qu'on appelle les clauses compromissoires, à mentionner qu'en cas de contentieux, je vais aller vers tel ou tel centre d'arbitrage. Maintenant, les arbitres, ils doivent avoir une certaine réputation, avoir un profil, avoir aussi les connaissances techniques pour pouvoir appréhender et rendre des décisions qui seront saluées par l'ensemble des parties. Parce qu'en réalité, M. Ndao, vous savez, on peut perdre dans une procédure. Et quand vous lisez la sentence ou le jugement, vous-même et votre avocat, vous dites que, quoi qu'il arrive, vous dites que oui, la sentence a été bien motivée, la décision a été bien motivée. Alors, je vais revenir un peu au traité de l'OHADA. Est-ce que dans ce traité, il est prévu que l'arbitrage soit précédé de poursuites devant une instance locale ou une tentative de conciliation pendant un certain délai, voire même jusqu'à l'épuisement des recours locaux, avant d'engager un arbitrage? Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Il y a deux procédures. Pour la procédure contentieuse, je parle bien de contentieuse, c'est pas la procédure arbitrale. Oui, ok. Vous allez en ce qu'on appelle en première instance, dans les tribunaux de grande instance, au Sénégal en tout cas. Ok. Vous n'êtes pas d'accord, vous allez au niveau des cours d'appel. Vous n'êtes pas d'accord, cette fois-ci, vous n'allez pas devant la Cour suprême, vous allez devant la CCJA. La Cour commune de justice. Voilà, qui est seule donc compétente pour connaître donc des pourvois en cassation contre les décisions rendues en appel au niveau des États membres. Maintenant, pour l'arbitrage, on n'a pas besoin de passer par toute cette étape. On va directement vers l'arbitrage. Maintenant, il peut arriver que pendant la procédure d'arbitrage, et c'est arrivé, que les parties tombent d'accord. Tombent d'accord et puis signifient au tribunal arbitral leur accord et sollicitent ce qu'on appelle une sentence d'accord partie. Les arbitres, face à cette demande, constatent l'accord des parties et rendent ce qu'on appelle une sentence d'accord partie. Mais on n'a pas besoin, encore une fois, d'épuiser les voies de recours internes pour aller en arbitrage. Même si les deux parties s'accordent sur ça? Non? Justement, sauf si au niveau, pendant la conclusion du contrat, les parties peuvent effectivement faire ce qu'on appelle un règlement, je ne dis pas de palier, dire que si on a un contentieux, on va essayer ce qu'on appelle la médiation. Si on ne parvient pas, on va aller devant une juridiction nationale. On peut aussi dire que si on n'est pas d'accord, on peut aussi aller en arbitrage. Mais généralement, ce système de rédaction des clauses, généralement, n'est pas usité. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est le règlement à l'amiable. À défaut, on va à l'arbitrage. Ok, donc autrement dit, pour l'arbitrage, on peut aller directement à l'arbitrage sans passer par les paliers dont vous parliez tout à l'heure, c'est ça? Sauf la médiation entre les parties. Généralement, les parties prévoient, ils disent que, en cas de difficulté d'interprétation ou d'application des dispositions du contrat, la partie la plus diligente envoie une notification aux fins de règlement. Généralement, des délais sont mentionnés. Passer ces délais, la partie la plus diligente peut saisir directement un tribunal arbitral. Et ça doit être notifié au niveau de la clause d'arbitrage qui, si je ne me trompe pas, doit être bien inscrit dans le code des investissements ou comment ça se passe? Les clauses. Alors, les clauses, il y en a deux, principalement. Il y a ce qu'on appelle la clause compromissoire. Les parties s'accordent sur la manière de régler leurs différends avant
le différend avant la signature donc, du contrat. Du contrat. Les parties se mettent autour d'une table, discutent des clauses du contrat, et généralement c'est à la fin donc, du document du contrat que vous verrez ce qu'on appelle les clauses compromissoires. Ou, une fois, on appelle ça le règlement des différends. Les parties s'accordent sur comment régler donc, le différend. Ça, on appelle ça la clause compromissoire. Maintenant, si on ne le prévoit pas dans le contrat, il y a toujours la possibilité qu'on appelle en droit le compromis d'arbitrage. Ce qui signifie quoi? Qu'une fois le contentieux est là, les parties peuvent se retrouver autour d'une table et dire que oui, nous n'avions pas prévu la manière de régler le contentieux, mais aujourd'hui, on a un contentieux. On s'accorde sur la manière de régler le contentieux. On appelle ça le compromis d'arbitrage. Alors, toutes ces formes-là constituent des formes qui peuvent saisir et qui rendent compétents les tribunaux arbitraux. Alors, tout à l'heure, on parlait, Monsieur Fall, je vous parlais d'exception. À la différence de la Convention de New York, la Convention du CIRDI ne renferme aucune exception. Je crois que vous l'avez dit tantôt. Toutefois, elle prévoit des raisons très précisément définies pour annuler une sentence par le biais d'une procédure spéciale engagée devant un comité ad hoc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? En fait, il faut partir du principe qu'il n'y a pas de recours ordinaire contre les sentences arbitrales. Il y a ce qu'on appelle les recours extraordinaires. Et c'est des recours qui, là aussi, ne remettent pas fondamentalement en question la sentence. Par là, il faut entendre qu'il n'y a pas une autre instance qui vient pour mettre à néant tout ce que le tribunal arbitral avait décidé. Alors, ces recours extraordinaires sont généralement des recours de rectification, d'interprétation ou de révision. On peut donner l'exemple d'un tribunal arbitral qui, au lieu de condamner, par exemple, 250 millions, oublie un zéro, ce qui ferait peut-être 25 millions. Les parties peuvent retourner devant le tribunal arbitral et demander ce qu'on appelle une rectification. Ça, c'est des recours qui sont extraordinaires. Ou bien, parmi les chefs de demande, il peut arriver aussi que le tribunal omet de répondre à un chef de demande. Là aussi, les parties sont fondées à venir pour lui demander de répondre à tel ou tel chef de demande. Ça, ce sont vraiment les recours extraordinaires, quoi. Oui. D'accord. Je vais revenir. Parce qu'en fait, il faut partir dans l'idée que l'arbitrage, ce qui est recherché, c'est la célérité, la rapidité, et l'exécution spontanée et avec diligence. Parce que voilà, nous avons une sentence arbitrale. Si on se mettait à ouvrir des voies de recours, comme les voies de recours ordinaires, appel et cassation, on va retomber dans l'état de la juridiction, en fait, de contentieux. Tout à fait. Les structures, l'arbitrage n'aurait plus sa raison d'être, en fait. Exactement. Tout à fait. Je reviens sur la problématique de la souveraineté, Monsieur Fall, si vous le permettez. Avec l'arbitrage d'investissement, les États, est-ce qu'il n'y a pas le risque que les États soient moins incités à légiférer sur des matières pouvant avoir un impact sur l'activité d'une entreprise étrangère, par crainte d'une procédure arbitrale? Alors, ça, c'est une question fondamentale. Aujourd'hui, je prends l'exemple du Sénégal, avec le contenu local. Je pense que c'est une loi de 2018. 2018, oui. Voilà. Ce contenu local qui impose aux investisseurs un certain nombre d'attitudes et de contraintes, j'allais dire. C'est ça. La loi vise ce qu'on appelle
un transfert de compétences. Exact. En anglais, joint venture. Tout à fait. Vise aussi à promouvoir ce qu'on appelle le secteur privé dans ce qu'on appelle la fourniture de services, des intrants et autres. Voilà. Maintenant, ce contenu local, il y a des TBI il faut entendre TBI, les traités bilatéraux d'investissement. Il y avait des TBI qui prévoyaient la possibilité pour l'État de mettre en place ce qu'on appelle des mesures de protection. Ouais. Ou bien il y a des TBI qui ne les prévoyaient pas. Okay. Mais dans l'un ou dans l'autre, si un État était amené à vouloir modifier j'allais dire un engagement par rapport à un investisseur, il y a la technique de la négociation qui est là. Hein. Si c'est un traité bilatéral d'investissement, l'État est fondé à appeler l'autre État, lui dire écoute, nous avons signé un traité bilatéral. Aujourd'hui, je suis dans l'obligation de prendre telle ou telle disposition qui va impacter le traité. Donc, je vous appelle à la table de la négociation. Et généralement, on a toujours à trouver des accords pour modifier donc les contrats qui étaient en cours. Il y a aussi ce qu'on appelle dans les contrats d'investissement, les investisseurs de dépôt le réclament, ce qu'on appelle les clauses de stabilité. C'est ça. Exemple, un État peut se lever et je prends l'exemple de la fiscalité. C'est ça. Prendre des mesures qui vont impacter sur la fiscalité. Exact. Ou bien un État peut se lever prendre une mesure qui va peut-être impacter l'environnement, mais l'environnement qui va aussi impacter un contrat minier. C'est ça. Où on interdit soit de couper des arbres ou on interdit soit de forer. Alors, il y a ce qu'on appelle des fois dans les contrats les clauses de stabilité où l'investisseur se protège. C'est ça. Et invite l'État hôte à ne pas impacter l'économie générale du contrat par des mesures plus contraignantes. Oui, tout à fait. Mais dans l'un ou dans l'autre cas, il y a toujours la technique de la négociation qui est là. Il y a toujours aussi des techniques donc pour continuer le partenariat avec l'investisseur. Cela est très important d'ailleurs, les clauses de stabilisation dont vous parliez. Si je prends par exemple le cas dans le secteur du pétrole, un contrat déjà signé qui contient une clause de stabilisation protège plus l'investisseur ou l'État? En fait, les deux, j'allais dire. Les deux, parce que l'investisseur pourra, sur la base donc, de cette clause, maintenir son business plan et ne pas être exposé à des bouleversements de l'économie de l'économie du contrat, ou bien à des bouleversements de son business plan. Il est sûr que d'ici la durée ou d'ici le terme du contrat, il est sûr de maintenir donc les données juridiques, les données macroéconomiques et autres. Du côté de l'État aussi, voilà, ça permet aussi de rassurer les investisseurs, parce que les investisseurs aussi, ils se passent le mot. Hein. Ils diront que tel État ou tel État, il y a la stabilité juridique, il y a la stabilité économique et financière, et que c'est des États qui tiennent compte des contrats signés et qui ne remettent pas souvent en question donc leurs obligations contractuelles. En même temps, encore une fois, le contrat en droit, c'est la loi entre les parties. Effectivement, oui, tout à fait. Tout à fait. Cependant, Monsieur Fall, moi je pense, je parle sous votre contrôle, hein, que c'est plus l'État ça arrange moins l'État en quelque sorte, dans la mesure où, en cas de clause de stabilisation, les données peuvent changer au cours des années. Je reste toujours dans le secteur du pétrole, par exemple, en termes de, bon, peut-être pas de fiscalité, parce que là, c'est très sensible quand même, quoi. Mais disons, en termes de coûts, de prix sur le marché mondial, etc. Allez savoir. Et s'il y a des changements, et pour des raisons d'État, l'État peut être amené à changer la donne. Elle ne peut pas, dans ces cas-là, c'est ça? Elle ne peut en aucune manière changer
les règles qui ont été établies. Non, mais bien sûr. Moi, je vais te donner l'exemple de la négociation. Ouais. Dans cette affaire, à la limite, rien n'est figé. Ok. Parce que aussi bien l'État, même l'investisseur aussi peut signer, et c'est arrivé, hein. C'est ça. L'investisseur peut signer et sur le terrain rencontre des suggestions nouvelles, rencontre des difficultés. Tout à fait. Qui modifient son engagement. Et puis l'investisseur, généralement, revient à la table de négociation, disant que oui, je me suis engagé sur telle ou telle chose, mais sur le terrain, je me suis confronté à telle ou telle difficulté qui apporte des majorations par rapport à mes prévisions. Oui, tout à fait. De la même manière aussi, un État souverain peut, et des fois, c'est à la demande des populations. Hein, oui, c'est ça. Ou bien, voilà, c'est l'économie même qui dicte cela, et puis malgré ces clauses de stabilisation, appelle l'autre partie et puis lui expose de façon très responsable, très objective, les raisons qui amènent maintenant à revoir la clause du contrat. L'essentiel, c'est de parvenir à un nouvel accord. Un nouvel accord, oui. Qui met en confort les deux parties et qui évite d'aller en arbitrage. En contentieux. Ok. Au niveau de l'Union européenne, il semble désormais que certains États membres de l'Union européenne ne sont plus en faveur de l'inclusion d'une clause d'arbitrage entre les investisseurs et l'État dans le traité. Qu'en est-il de l'UEMOA et de la CEDEAO, par exemple? Alors, la comparaison n'est pas très... pertinente. Bon, je ne dirais pas pertinente, parce qu'en réalité, la CEDEAO et l'UEMOA n'ont pas les mêmes vocations. C'est-à-dire? L'UEMOA n'a pas une vocation en matière d'arbitrage. La CEDEAO aussi n'a pas une vocation en matière d'arbitrage. L'arbitrage, c'est plus l'OADA, qui, dans son traité fondateur, mentionne bien comme étant un mode alternatif à promouvoir, et les parties contractantes s'engagent aussi à promouvoir l'arbitrage. Mais si vous prenez l'UEMOA et la CEDEAO, c'est des organisations régionales qui s'activent plus sur l'économie, sur les finances et autres. Étant entendu que même la Cour de l'UEMOA s'active plus aux différents économiques, aux différents budgétaires et financiers. Et la CEDEAO, pareil, la Cour de la CEDEAO, au début, était compétente pour l'interprétation des différents avec le traité de CEDEAO avec les États. Ce n'est qu'en 2005 qu'il y a eu une ouverture sur les droits de l'homme, avec un protocole additionnel qui lui confère maintenant la compétence de trancher les différents entre États en matière donc de droits de l'homme. Mais d'investissement, c'est plus donc la l'OADA. Ah oui, ok. Très bien. Peut-être dernière question, Monsieur Fall. Est-ce que un État peut initier une procédure d'arbitrage? En général, c'est plutôt les privés qui le font. Mais est-ce que l'État peut être l'initiateur d'une procédure d'arbitrage? Oui. Là, je réponds oui. Oui, mais c'est très, très, très rare. C'est très rare. Oui, l'État peut initier un arbitrage, mais c'est très rare. Parce que l'État, généralement, privilégie le dialogue, privilégie la négociation, préfère garder l'investisseur que d'aller en arbitrage. Mais en l'état actuel de la législation, rien ne s'oppose à ce qu'un État puisse initier une procédure d'arbitrage. Alors, ça m'inspire une autre question. Puisqu'on parle des modes alternatifs de règlement des différends ou règlement des conflits, comme vous l'avez rappelé tantôt, il y a donc la médiation, il y a la conciliation, il y a l'arbitrage. De ces trois modes alternatifs, quel est le plus coûteux pour les parties?
c'est l'arbitrage d'investissement qui est le plus onéreux. Et même dans le d'arbitrage, l'arbitrage commercial coûte moins que l'arbitrage d'investissement. Mais là aussi, c'est compréhensible, les enjeux ne sont pas les mêmes. Le contentieux entre deux commerçants pourrait être comparé avec un contentieux entre un État et un investisseur qui porte sur des ouvrages d'envergure, des ouvrages de services publics et des ouvrages qui, ma foi, drainent beaucoup de moyens. Maintenant, oui, ça aussi, je pense que c'est le lieu d'en parler, d'inviter les États à tout faire pour éviter l'arbitrage d'investissement, parce que ça coûte très cher, les coûts ne sont pas maîtrisés, et in fine, en fin de journée, il serait peut-être plus recommandé d'initier des médiations ou bien des négociations avec l'investisseur pour trouver un accord. Et si l'accord n'est pas très satisfaisant, mais in fine, c'est mieux que de dépenser des sommes astronomiques et d'avoir une sentence qui, ma foi, des fois pose problème. Très bien. Monsieur Fall, je vous remercie d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Je vous remercie, M. Ndaou. Merci. Madame, Monsieur, nous sommes au terme de l'émission Graines de l'écho ce soir. Je vous rappelle que nous recevions Monsieur Mafal Fall. Il est juriste de formation, magistrat hors hiérarchie. Il a fait un passage dans les juridictions avant d'intégrer le ministère des Finances à l'Agence judiciaire de l'État, avant de retourner au ministère de la Justice comme secrétaire exécutif de la Commission nationale OHADA. Il occupe actuellement le poste de conseiller juridique du Premier ministre. Il est inscrit sur la liste des arbitres de la Cour commune de justice et il se définit comme juriste financier. Vous aurez noté l'absence de mon binôme Khadi, à qui je souhaite une bonne et heureuse fête internationale de la femme, ainsi qu'à toutes les femmes de la Terre. Nous vous retrouverons, Madame, Monsieur, vendredi prochain sur une autre thématique avec un autre invité. D'ici là, prenez-en de la graine et portez-vous bien.